Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Une explosion dans une mine à Bartın samedi soir a fait plus de 41 morts. Cette tragédie en a rappelé une autre, celle de Soma avec 301 morts. Selon le pouvoir, dans les deux cas, c'est la faute du destin. Une explosion est survenue samedi 15 octobre vers 18h, heure locale, dans une mine à Amasra, dans la province de Bartın, faisant 41 morts. Parmi les blessés, 6 sont dans un état critique selon le ministre de la Santé, Fahrettin Koca. La nouvelle a provoqué une vive émotion dans le pays. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, s'est rendu sur place où il a fait une brève allocution. Qualifiant la mine d'Amasra de mine la mieux dotée en termes de moyens, il a dit « Certains peuvent se moquer de mes propos, mais nous sommes des gens qui croyons au destin. On ne peut malheureusement pas y échapper. » L'ensemble des partis politiques ont annulé leur programme prévu pour dimanche. Ahmet Davutoğlu et Meral Akşener ont déclaré se rendre dans la ville minière endeuillée. Cet accident n'est pas sans rappeler celui de Soma en 2014 où 301 mineurs avaient trouvé la mort. À l'époque, Erdoğan avait une fois de plus invoqué la fatalité. Son conseiller Yusuf Yarkal était alors descendu de sa voiture pour frapper les proches des mineurs décédés qui manifestaient devant le président. Le patron de l'entreprise, Can Gürkan, avait été condamné à 20 ans de prison. Il a été libéré après 2 ans et demi. L'avocat de famille des mineurs, Can Atalay, a lui été incarcéré pour avoir participé aux manifestations de Gezi. Le pouvoir déclare s'attaquer à la désinformation et a fait voter une loi demandée surtout par le MHP. Un retweet pourrait valoir 3 ans d'emprisonnement. À quelques mois des élections, l'opposition dénonce une tentative de reprise en main des réseaux sociaux qui échappe au contrôle total du pouvoir. L'article 29 du projet de loi de lutte contre la désinformation a été adopté par le Parlement. Après promulgation de cette loi, les contrevenants risqueront 3 ans d'emprisonnement. Ce projet de loi avait surtout été porté par le MHP. Surnommé la loi de la censure, il a été largement contesté par les organisations syndicales des journalistes et les différents partis d'opposition. Les applications de messagerie comme WhatsApp, Telegram ou Signal devront ouvrir une représentation en Turquie et seront tenues de répondre aux sollicitations du régulateur des télécommunications, le BTK. Les sites d'information en ligne seront soumis aux mêmes obligations que la presse ou l'audiovisuel. Avec cette nouvelle loi, ce ne seront pas uniquement les journalistes, mais également les utilisateurs des réseaux sociaux qui seront poursuivis en cas de publication d'informations trompeuses ou incorrectes. L'article 29 du projet de loi a été le plus contesté par la sévérité de la peine encourue et pour les motifs flous. Il y est dit « Quiconque diffuse publiquement de fausses informations concernant la sécurité intérieure et extérieure, l'ordre public et la santé générale du pays, dans le seul but de créer de l'anxiété, de la peur ou de la panique parmi le public, ou de manière à perturber la paix publique, sera condamné à un emprisonnement d'1 an à 3 ans. » Les critiques disent que le projet de loi pourrait donner carte blanche au gouvernement pour emprisonner les dissidents. Le docteur Süleyman İrvan de l'école de journalisme de l'université d'Üsküdar a déclaré « Ce projet de loi n'est pas seulement pour les journalistes, c'est pour tout le monde. Vous pourriez être poursuivi pour un tweet. » Le docteur İrvan a également donné l'exemple des données contradictoires entre l'Institut statistique turc et le groupe de recherche indépendant sur l'inflation ENAG. Avec cette loi, le gouvernement pourrait emprisonner quiconque divulguerait des informations contraires aux siennes, telles que les données publiées par l'ENAG qui a enregistré une inflation en Turquie de 186%, alors que le gouvernement affirme qu'elle n'est que de 83%. Le projet de loi a été largement critiqué par l'opposition. Le député d'Istanbul de CHP, Ali Şeker, a capturé ces moments alors que l'AKP votait pour le projet de loi et écrivait « La joie de la censure de l'AKP ». Quant à Ahmet Şık, député du Parti ouvrier de Turquie et journaliste de profession, les fausses informations trouvent leur origine autre part. Il a ciblé la présidence de la communication et son président, Fahrettin Altun, en disant « Si vous voulez mettre fin à la désinformation en Turquie, commencez par supprimer l'organisme présidé par le Goebbels de pacotille. » L'attentat à Mersin, il y a 2 semaines, qui avait coûté la vie d'un policier, a provoqué un débat passé plutôt inaperçu entre Selahattin Demirtaş et les autres composantes du mouvement kurde, légal ou illégal. Ruşen Çakır est revenu sur cette séquence et estime que l'opposition a laissé Demirtaş seul.
Je voudrais revenir sur Selahattin Demirtas et m'interroger sur les raisons pour lesquelles il a été lâché. Il vient d'être encore condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir désigné comme cible le procureur général d'Ankara, Yüksel Kocaman. Cette décision a été prise à la majorité des voix et non à l'unanimité. Et aucune réduction de peine n'a été appliquée. Demirtas a expliqué que c'était un procès politique, mais au final, il a été condamné. Demirtas continue de déterminer les sujets de débat. Mais ces derniers jours, cela semble s'être un peu calmé. Les débats au sein du mouvement kurde à travers Demirtas ont baissé en intensité, un peu comme pour faire baisser la pression. Pour rappel, le lundi 26 septembre, tard dans la nuit, un attentat a eu lieu dans un logement de policiers à Mezitli, à côté de Mersin. Un policier est mort et les 2 femmes qui ont mené cet attentat se sont faites exploser. En tout cas, c'est ce qui a été dit par les autorités. Personne n'a revendiqué cet attentat, mais bien sûr, tout le monde pensait au PKK. Le matin, Selahattin Demirtas a tweeté « Je condamne l'attentat à Mersin. La responsabilité du politique, c'est d'insister dans les solutions hors du cadre de la violence. C'est de stopper les morts. Nous allons nous élever contre tout type de violence. Nous allons insister pour aller vers une politique démocratique. Je voudrais que tout le monde m'entende sur ce point de manière claire. » Alors, je pense que cette déclaration est très importante. J'en ai immédiatement fait une émission sur Mediascope en ce sens. Le HDP aussi a fait des déclarations en condamnant cet attentat et en mettant en garde sur les risques d'entraîner la Turquie vers la période entre juin 2015 et novembre 2015 où de nombreux attentats avaient eu lieu. Mais juste après cette déclaration, c'est cette fois-ci le commandement du PKK, situé à Kandil, qui a fait une déclaration en revendiquant cet attentat. Ils ne se sont pas limités à dire ça, ils ont aussi critiqué ceux qui ont condamné cet attentat, en parlant d'eux comme des, je cite, « soumis qui sont coupés du peuple ». Donc Kandil a tenté de mettre les points sur les i en faisant taire les critiques qui viendraient de l'intérieur. Et Demirtas n'a pas tardé à répondre. Le 30 septembre, il tweet « J'entends de ma cellule le cri de millions et de millions de personnes, j'essaye d'être leur porte-voix ». Donc là, il souligne bien qu'il n'est pas coupé du peuple. Puis il continue. Bien sûr qu'il y a un prix à payer à ça. Je suis traité du fou du village, de populiste et de soumis. Donc là, on voit bien que le terme soumis est une référence à la déclaration du commandement du PKK à Kandil. Et il conclut en disant « Et en face, j'assume de me faire traiter de terroriste, d'assassin. » Donc là, il clame haut et fort qu'il ne va pas se taire. Et après ces débats, on a dit qu'il y avait une tension au sein du HDP, que certains pensaient que Demirtas était allé un peu trop loin. Mais en général, ce type de critique se fait de manière discrète. Et Demirtas a encore fait une déclaration le 3 octobre en disant « Tenter d'installer une polémique de divergence entre moi ou le HDP ou le mouvement kurde, lorsque je parle d'insister dans les politiques démocratiques, est un peu tiré par les cheveux et complètement insensé. » Donc Demirtas explique que critiquer l'attentat de Mersin ne signifie pas qu'il existe une divergence, et il conclut en disant que notre peuple et les autres sachent que c'est tous ensemble que nous accroîtrons notre lutte pour la liberté et la démocratie. Ça ne sert à rien de tenter de trouver de la division, ne vous fatiguez pas en vain. Donc dans cette déclaration, il réaffirme son soutien au HDP. Pour certains, cette déclaration de Demirtas a été interprétée comme un pas en arrière, une reculade. Mais dans les interviews qu'il a accordées à des journalistes via ses avocats, il n'avait pas l'air d'avoir reculé. En tout cas, je pense qu'il n'a pas apprécié globalement le déroulement du débat si on se base sur sa déclaration le 3 octobre. Enfin, quand je parle de déclaration, ce sont ses avocats, ses adjoints, qui se débrouillent pour tweeter selon ses directives. Je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais ils sont très réactifs. Donc ça, c'était le 3 octobre. Et aujourd'hui, nous sommes le 14, donc ça fait 11 jours. Et il n'y a pas eu de réaction à tout cela, excepté des tribunes écrites par des personnes sous pseudonyme, ce qui a fait dire à certains que le PKK traitait Demirtas de renégat. Mais à vrai dire, je ne pense pas que ces tribunes soient déterminantes. En revanche, je pense que Demirtas a été laissé seul. Et là, je ne parle pas des acteurs du mouvement politique kurde, ni de la base du HDP, loin de là. Nous disposons de beaucoup d'éléments qui nous montrent qu'il bénéficie d'un fort soutien de la base. Beaucoup d'analystes aiment analyser séparément la base du HDP avec d'un côté les métropoles à l'ouest, qui soutiendraient Demirtas,
et de l'autre, les régions kurdes qui seraient un peu moins enclines à le soutenir. Mais à titre personnel, je ne pense pas que ce soit la réalité. Globalement, dans tous les cercles proches du mouvement kurde, la figure de Demirtaş apparaît comme une figure de premier plan, une force qui arrive à motiver et à mobiliser sa base, et ce, que ce soit à l'est, à l'ouest, et même à l'extérieur de la Turquie. Cette base n'a pas réagi particulièrement parce que Demirtaş n'a pas été mise à l'index formellement par le HDP, mais si cela avait eu lieu, je pense qu'elle aurait réagi. En tout cas, dans tout ce déroulement, les cadres intermédiaires du mouvement politique légal kurde n'ont pas brillé par leur soutien à Demirtaş. Sinon, il y a eu une information qui est parue, comme quoi Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder et Sırrı Sakık auraient fait une demande au ministère de la Justice pour pouvoir visiter Selahattin Demirtaş afin de faire baisser la tension entre lui et le HDP. Le ministère n'a pas accepté et je pense qu'avec la parution de cette information, là, ça sera un non définitif. Alors, une demande comme ça a effectivement eu lieu, mais elle aurait surtout été faite pour afficher leur soutien à Demirtaş plutôt qu'essayer de rabibocher les deux parties qui, au demeurant, ne reconnaissent pas avoir de problème entre elles. On pourrait donc en déduire que ce trio, surnommé les Barbes Blanches, en voulant afficher leur soutien à Demirtaş, souscrivent à ses propos sur la politique démocratique. À vrai dire, ceux qui ont laissé réellement Demirtaş seul, ce sont les autres partis d'opposition en dehors du HDP, surtout le groupe des 6. En prenant un peu de recul, on est en mesure de se demander de quoi la Turquie parle-t-elle depuis un bon moment? C'est quoi ces questions? Combien y aura-t-il de partis dans l'opposition? Qui seront ces gens? Quel sera le nom de candidat? Où se situe le HDP dans cette configuration? Selon le pouvoir, le HDP se cacherait sous la table du groupe des 6. Il serait le 7e partenaire de cette alliance informelle, même si on sait que ce n'est pas vrai. Une autre question est de savoir si le HDP aura un candidat ou pas, si ce candidat soutiendra l'opposition au deuxième tour face à Erdogan. Et ces questions reviennent sans cesse. Il y a aussi les projections dans le futur, pour savoir si dans une alternance prochaine, le HDP soutiendra au Parlement les propositions de modification constitutionnelle que l'opposition réclame et espère réaliser en cas de majorité parlementaire. Et dans tous ces débats, le parti qui présente un blocage est le İYİ Parti de Meral Akşener. Les autres partis de l'opposition ne le disent pas ouvertement. Si le HDP est là, nous on s'en va. Alors ils ne demandent pas sa présence non plus, mais ils n'en font pas une affaire, ils ne remettent pas en cause sa légitimité. Et ils entretiennent des relations institutionnelles de courtoisie. Les présidents du DEVA, du Saadet, du Gelecek, du CHP rencontrent parfois les dirigeants du HDP. Le CHP non plus n'a pas de mal à rencontrer le HDP. Et même si Kılıçdaroğlu a joué un rôle dans le processus qui a conduit l'incarcération de Selahattin Demirtaş, il proclame aujourd'hui de manière assez nette qu'il désire que ce dernier soit libéré. Et Demirtaş, en général, dit du bien de Kemal Kılıçdaroğlu. Donc, on voit que le nœud dans l'opposition se situe à ce niveau, à une autre question, à savoir qui sera le candidat de l'opposition. Mais en réalité, cette question aussi renvoie à la question kurde. S'agira-t-il d'un candidat qui jouera sur le soutien des Kurdes ou sur le soutien des nationalistes? Et cela rejoint aussi la question de savoir quelles seront les relations avec le HDP. Et dans toutes ces questions, on connaît la position de İYİ Parti, qui ne reconnaît pas la légitimité du HDP et qui ressort toujours cette vieille expression un peu cliché en demandant que le HDP se distancie nettement du terrorisme. Alors, quand un politique dit « Je condamne l'attentat à Mersin », la responsabilité du politique, c'est d'insister dans les solutions hors du cadre de la violence, c'est de stopper les morts. N'est-ce pas justement se distancier nettement du terrorisme? Le İYİ Parti, pourtant si sensible à cette question, n'a eu aucune réaction à ces propos. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si le HDP avait eu des propos légèrement ambigus sur cet attentat, si Demirtaş n'avait rien dit à ce sujet, ou s'il avait minimisé cet attentat, un peu comme s'il tentait de le légitimer. Là, les politiques de İYİ Parti se seraient bousculés pour dire « Regardez, on avait bien raison ». Mais on n'a rien entendu de Meral Akşener, à qui Demirtaş avait proposé de venir chez elle, à l'improviste avec son épouse, pour prendre le petit déjeuner. On n'a rien entendu, mais à vrai dire, on ne s'attendait pas à entendre quoi que ce soit.
Mais la politique, c'est une affaire de risque. Là, on voit que Demirtas prend ce risque. Il y a un attentat et il le condamne immédiatement. Le PKK revendique cet attentat, mais Demirtas campe sur sa position. Il prend un risque évident avec sa base, on le voit bien. Et face à cela, l'opposition ne dit rien. Ni le İYİ Parti, ni le CHP. Le CHP non plus n'a pas réagi. En général, ils ont plutôt une attitude qui consiste à penser « Ok, ils discutent entre eux, entre le PKK, le HDP, Öcalan, et ça ne nous concerne pas. » Pourtant, ce message n'était pas destiné uniquement au mouvement kurde et à ses diverses composantes, mais aussi à toute la Turquie, même au pouvoir. Alors le pouvoir, eux, ils ont fait comme si de rien n'était. Le ministre de l'Intérieur Soylu a traité Demirtas de terroriste, ou quelque chose du genre, mais l'opposition aurait dû montrer qu'elle avait reçu ce message. Et là, ça aurait eu du sens. Mais cela n'a pas eu lieu. Voilà pourquoi je pense que l'opposition a laissé Demirtas seul. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.